Pierre Azan, bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé à de nombreuses reprises dans le cadre de négociations, notamment en ex-Yougoslavie. Vous avez travaillé au Haut Commissariat des droits de l'homme, dans des ONG, vous avez été journaliste également. Vous avez écrit de nombreux ouvrages sur le sujet de la négociation dans le cadre international, notamment Juger la guerre. Vous avez aussi écrit La paix contre la justice, qui est un dernier titre qui imbibe aussi assez profondément votre dernier ouvrage, qui s'appelle Négocier avec le diable, et qui est sorti le mercredi 21 septembre. Négocier avec le diable, vous en parlez dans votre ouvrage, c'est aussi négocier avec l'ennemi du genre humain. Or, depuis la fin de la guerre froide, cet ennemi a pris plusieurs visages. C'est ce que vous racontez depuis à peu près 1989-1991. Quels sont ces visages très particuliers qui sont apparus dans le cadre des négociations internationales ces 30 dernières années? Il y a eu effectivement plusieurs périodes et c'est vrai que chaque période a généré une image du proscrit ou du diable et elle change en fonction de l'environnement international. Et donc ces 30 dernières années, il y a eu d'abord après le génocide au Rwanda, après les massacres de Srebrenica, après les horreurs qui ont été commises en Tchétchénie et ailleurs, il y a eu la prise de conscience qu'il fallait montrer du doigt et punir les auteurs de crimes les plus abominables. Et donc, celui qui a été montré du diable, l'image d'incarnation du diable, a été à ce moment-là a été le criminel de guerre. Après le 11 septembre, on rentre dans une nouvelle phase où c'est celui qui est désigné comme terroriste qui devient l'image, l'incarnation du mal absolu. Et ensuite, vous expliquez aussi qu'il y a une sorte de glissement, c'est-à-dire sur les personnes qui décident de nommer le terroriste comme image du diable. On s'aperçoit notamment à partir de 2001, à partir du 11 septembre, que les pratiques faites par certains États posent la question suivante: pour lutter contre le diable, ou en tout cas pour négocier avec le diable, ou en tout cas pour combattre ce diable, parfois on devient soi-même le diable. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par ça? Non, disons, ce qui est manifeste, c'est qu'après le 11 septembre, après ce que l'administration Bush a déclaré la guerre contre la terreur, il y a eu un focus sur le tout sécuritaire, avec l'idée qu'on pouvait isoler et éradiquer les terroristes, ou ceux qu'on désignait comme tels. Et donc c'est ce que les Américains ont fait pendant 20 ans en Afghanistan. Ils ont dépensé 2 trillions de dollars. Il y a eu d'innombrables morts, y compris américains, mais surtout afghans. Et à la fin, ils ont négocié avec les talibans pour organiser leur retrait, alors qu'ils s'étaient jurés qu'ils allaient les éradiquer, et on finit par finalement une négociation. Alors, pour en revenir à la guerre d'ex-Yougoslavie, que vous connaissez très bien, il y a un carrefour quand même très important lors des négociations au cours de cette guerre, où on passe de l'hésitation, enfin il y a une hésitation profonde, enfin un questionnement profond qui s'opère et qui s'impose en fait aux négociateurs, c'est la paix contre la justice, qui est d'ailleurs donc un des titres de vos livres précédents. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Comment on passe de l'un à l'autre, et qu'est-ce qui fait qu'on passe de l'un à l'autre? Dans les années 90, il y a une sorte d'espoir qui change les séquences presque traditionnelles, voire logiques, des relations internationales. Vous avez le temps de la guerre, vous avez ensuite la paix, et parfois vous avez un peu de justice. Et là, on a quelque chose de tout à fait différent pendant la guerre de l'ex-Yougoslavie. Il y a l'idée que la justice peut intervenir durant le temps même de la guerre. Et donc, c'est une idée qui est très séduisante, mais en même temps extraordinairement problématique. Comment, en même temps, vous voulez avoir à votre table un auteur de crimes de guerre qui est chef de l'État, et en même temps, vous voulez le mettre derrière les barreaux. Moi, je me souviens d'un diplomate français, en l'occurrence, qui recevait Milosevic et qui disait: mais comment c'est possible? Comment on veut à la fois le coffrer et discuter avec lui? Ce n'est pas possible. Donc il y a une tension. Alors l'idée de justice est super importante, l'idée de lutter contre l'impunité est essentielle, et en même temps, il faut articuler ce désir de justice et cet horizon de justice de manière très pragmatique, avec la nécessité d'avancer dans un processus de paix, y compris avec des gens qui n'ont pas un pédigré impeccable, et même loin de là. Ce cas-là se représente d'une certaine manière aujourd'hui, alors pas dans le cadre d'une guerre civile, mais dans le cadre d'une guerre qui oppose deux États.
la Russie d'un côté, l'Ukraine de l'autre, avec les alliances qui vont avec. Mais on se retrouve en fait dans cette situation-là aussi, puisque on le voit, il y a des personnes aux Nations Unies ou à la Cour pénale internationale qui ont décidé déjà de mettre en place un processus judiciaire, juridique, afin que des criminels de guerre soient condamnés. Donc ça veut dire qu'on n'a pas appris des leçons de l'ex-Yougoslavie. Oui et non. Je crois que d'un côté, il y a encore une fois la nécessité de la justice, mais qui a sa propre temporalité. Et si on peut coffrer des gens et avancer dans un processus de justice, moi j'applaudis des deux mains. La question, c'est comment, dans le même temps, éviter une escalade et parvenir à progressivement avancer vers le chemin de la paix. Alors j'entends bien qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de l'Ukraine et de la Russie, ce n'est pas forcément possible, parce que les belligérants ne le souhaitent pas, entrer dans un processus de paix. Le sang n'a malheureusement, tragiquement, pas assez coulé, et donc beaucoup de choses vont se décider sur le champ de bataille avant qu'un jour il y aurait finalement une négociation. D'ailleurs, c'est exactement ce que dit Zelensky, le président ukrainien. Un jour, il faudra bien s'entendre avec Poutine. Ceci dit, je constate aussi que ces dernières semaines, voire ces derniers mois, il y a eu 3 accords avec les Russes et avec les Ukrainiens. Un, il y a eu des échanges de prisonniers qui ont impliqué souvent des parties tierces, comme le Comité international de la Croix-Rouge et les Nations Unies. Deuxièmement, il y a eu le fait que des experts de l'AIEA ont pu se rendre sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia pour voir ce qui s'y passait, pour essayer de limiter le processus d'escalade, pour essayer de sécuriser la zone pour autant que ça soit possible. Et troisièmement, il y a eu l'accord sur les céréales, l'exportation des céréales ukrainiennes et russes, qui permet d'éviter une famine dans certains pays d'Afrique. Donc vous voyez bien qu'à travers ces exemples-là, on n'est pas dans un processus de tout ou rien. Si on peut avancer, si les parties tierces ou si les belligérants arrivent à s'entendre sur des choses ponctuelles qui permettent de limiter les souffrances ou d'éviter une famine, eh bien tant mieux. Aujourd'hui, donc, on se retrouve dans une situation un peu problématique, mais les négociations pour la paix sont-elles envisageables aujourd'hui, dans 1 mois, dans 6 mois? Mais déjà aujourd'hui, est-ce que ça serait possible? Si vous étiez impliqué là dans cette recherche de paix, est-ce que ça pourrait faire partie? Est-ce qu'il y aurait une ouverture? À l'heure actuelle, on a vu que la Russie a reculé sur le terrain militaire. Est-ce que c'est le genre de moment qui permet d'entrer en négociation ou pas du tout? Une médiation suppose, ou une négociation entre les belligérants suppose qu'il y a un intérêt conjoint. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce stade-là. Il se fait qu'aujourd'hui, à l'heure où on parle, d'une part, la Russie occupe toujours une partie conséquente du territoire ukrainien et se sent en même temps sur la défensive. Et de l'autre côté, les Ukrainiens n'ont pas reconquis leur territoire. Donc je crois que malheureusement, on n'est pas encore dans cette séquence-là. Cette séquence-là arrivera un jour en espérant que d'ici là, il n'y aura pas une escalade. Comment on peut définir ces intérêts communs? Quels sont les intérêts? À quel moment, enfin, quels sont-ils et à quel moment ils peuvent apparaître? Vous venez de le dire, on ne sait pas encore, mais au moins quels sont-ils? Quels seraient les intérêts de l'Ukraine? Quels seraient les intérêts de la Russie pour que des négociations puissent s'ouvrir? Écoutez, il y a un certain moment, il y aura bien une forme de compromis. Et cette forme de compromis devra prendre en compte l'organisation institutionnelle, quasi constitutionnelle de l'Ukraine pour à la fois satisfaire de manière minimale et la Russie et l'Ukraine. Donc ça, c'est effectivement, c'est l'enjeu. Malheureusement, encore une fois, on n'en est pas encore là. D'ici là, il y aura peut-être d'autres choses à discuter et n'importe quel processus. Vous savez par exemple que l'accord sur l'exportation du blé ukrainien a été fixé pour 120 jours initialement, mais il faudra bien le prolonger. Donc vous voyez qu'il y a je crois que les deux côtés se sont déjà engagés, je crois hier, à avoir de nouvelles discussions pour des échanges de prisonniers. Donc vous voyez, de toute manière, il va y avoir un certain nombre de discussions. Ceci dit, pour revenir à ce que vous disiez plus tôt, oui, c'est parfois très compliqué pour des parties tierces d'intervenir et d'être face avec des personnes qui sont responsables d'auteurs de crimes de guerre. Je pense notamment à ce qu'a dit ces derniers jours le pape, il a dit, eh bien oui, il faut dialoguer, y compris avec des puissances agressives, même si ça pue. Et alors, effectivement, parfois, ça peut puer, et vraiment, ça pue. Il faut négocier avec le Hamas.
C'est la même phrase, c'est la même chose. Excellent exemple. Regardez la situation dans laquelle se sont mis les Occidentaux. L'Union européenne et les Américains et les Nations unies ont dit qu'on ne pouvait pas parler avec le Hamas. Et qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, presque Dieu merci, il y a des pays, notamment la Suisse, la Norvège, qui ne sont pas membres de l'Union européenne, qui peuvent parler avec le Hamas, mais il y a aussi l'Égypte. Et donc l'Égypte, à ce jour, a négocié 4 ou 5 cessez-le-feu avec le Hamas en 2008, en 2010, 2014, 2021 en tout cas. Donc vous voyez bien que, prenez le djihad islamique. En août dernier, il y a eu 3 jours d'affrontements armés. Heureusement, l'Égypte a pu s'interposer comme médiateur et organiser une trêve entre l'État hébreu et le djihad islamique. Qui va s'en plaindre? Ni la population de Gaza, ni les populations israéliennes en particulier, celles qui vivent dans les localités du sud. Donc vous voyez, vouloir rentrer dans une stratégie ou dans une idéologie antiterroriste totalement blanc ou noir ne satisfait pas les populations, ne satisfait qu'une idéologie un peu aveugle, à mon sens. Ce qui ne veut pas dire que tous les groupes armés, on peut parler forcément avec tout le monde. Il y a effectivement des limites. C'est pour ça que dans le livre, j'insiste tellement, et pour moi c'est quelque chose de totalement essentiel, sur l'éthique de responsabilité du médiateur. Parce que c'est ça qui est déterminant. C'est de tenir sur la ligne de crête et d'éviter de verser d'un côté ou de l'autre vers la compromission ou vers la complicité encore plus grave. Oui, parce qu'il y a des comment dire, des contradictions profondes qui viennent justement des grandes institutions internationales. Par exemple, le Hezbollah est une organisation terroriste, mais on reconnaît le résultat des élections au Liban, comme on reconnaît les résultats des élections au Hamas, en Palestine. Mais alors, on reconnaît les élections, mais on ne reconnaît pas véritablement le résultat en ce qui concerne le Hamas. C'est un peu particulier. Il y a une contradiction aussi qui vient du fait que ces grandes institutions, qui sont très moralisantes, ont à un moment donné failli à plusieurs reprises, que ce soit l'OTAN au Kosovo, que ce soit l'ONU et le CICR dans le cadre et du Rwanda ou de l'ex-Yougoslavie, qui fait aussi qu'aujourd'hui, les autres, les ennemis peut-être du genre humain, en tout cas vus de l'Occident, ont du mal à entendre des négociateurs qui viennent de ce camp-là. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle problématique aussi qui fait que, d'ailleurs, vous venez de le dire, des pays comme le Qatar, l'Égypte, les Émirats arabes unis, tout ça, commencent à être des nouveaux acteurs de négociation à la place, on va dire, des pays classiques? Je crois qu'on est rentré effectivement, vous avez raison, dans un nouveau monde. Il y a eu l'après 1989, l'après-guerre froide, où on a vécu la Pax Americana, c'est-à-dire l'hégémonie américaine. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui n'est plus unipolaire du tout et qui est multipolaire, avec des puissances émergentes ou qui ont émergé, comme la Chine, comme l'Inde, comme l'Afrique du Sud, comme les BRICS de manière générale, mais aussi comme la Turquie, comme l'Iran, comme Israël. Et donc vous voyez que ça dessine, comme le Brésil encore, vous voyez que ça dessine une nouvelle constellation où le jeu est beaucoup, beaucoup plus ouvert. Et donc en même temps, on a des défis globaux, la pandémie, le changement climatique, etc., etc. Et vous avez énormément d'acteurs qui interviennent maintenant. Le cas de la Syrie est, de ce point de vue-là, totalement, la guerre en Syrie est totalement illustratif. On n'est pas du tout dans une séquence où il y a un gouvernement contre un groupe armé. On a été un gouvernement qui avait soutenu ses propres milices contre parfois plus d'une centaine de groupes armés, plus d'une centaine, et une quinzaine de pays qui intervenaient directement ou indirectement avec quelque chose qu'on n'avait jamais vu jusque-là. Par exemple, le fait que la Russie a signé des accords pour éviter une confrontation directe avec la Turquie, avec les États-Unis et avec Israël. On n'avait jamais vu ça dans un autre conflit où il y a des accords de non-confrontation alors que la guerre civile continue par ailleurs. Donc il y a des guerres civiles totalement internationalisées aujourd'hui. Et justement, concernant la Syrie et d'autres conflits, vous évoquez dans votre ouvrage la figure du médiateur, de sa neutralité ou de son, oui, la neutralité ou l'impartialité dont il doit être
porteur, mais il y a aussi une contradiction là-dedans. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut savoir quand la médiation est utile ou non. À quel moment on sait qu'une médiation devient inutile? Oui, c'est toute la question. C'est pour ça que je parlais de l'éthique de responsabilité du médiateur, parce que il y a le brouillard de la guerre, et il y a le brouillard de la recherche de la paix. Et il y a des situations qui sont terriblement grises. À un certain moment, lorsque le gouvernement syrien de Bachar al-Assad décide de pousser des populations hostiles vers le nord, l'une des questions qui se pose à des organisations internationales, c'est faut-il d'une certaine manière humaniser ce processus, sachant que par ailleurs, il constitue un crime de guerre. Donc vous voyez à quel point il y a une sorte de ligne de crête très très fine à évaluer, et pour ne pas tomber du côté de la complicité, mais en même temps essayer de sauver des vies en même temps. Donc il y a quelque chose qui demande une réflexion et une capacité aussi de revisiter ses propres choix de manière permanente, parce que fondamentalement, les équations politiques, l'environnement politique dans les lieux mêmes évoluent. Donc il faut être extraordinairement précis. Au début de votre ouvrage, vous nous rappelez que vous avez été journaliste et qu'à un moment donné, sous votre plume, vous étiez parfois très sévère avec les personnes qui ensuite sont devenues vos collègues dans le cadre de certaines médiations, négociations. Justement, moi, ça m'intéresserait de comprendre et de savoir comment faudrait-il que les journalistes se positionnent dans ce genre de sujet. C'est très complexe. Oui, alors la position du journaliste, et c'est une position, enfin, il est dans l'éthique de conviction, dans la recherche des faits en même temps. Et je crois d'être au plus proche des faits, c'est ce qu'il y a de plus important, puisque vous savez que, vous le savez très bien, il y a des machines de propagande qui sont redoutables de tous les côtés, de tous les côtés. Moi, j'étais frappé, je suis arrivé une fois sur un lieu de massacre parmi les premiers. Dans les heures qui ont suivi, parce que ça avait un retentissement international, il y avait plusieurs machines de propagande qui essayaient de vous dire des choses complètement opposées pour essayer de vous tirer dans un sens ou dans un autre. Alors, ce qui était intéressant pour moi, c'est qu'un jour, d'une certaine manière, parce que j'ai changé en travaillant dans les processus de médiation, j'ai basculé de l'autre côté, être moins dans la recherche pas seulement pas dans la recherche des faits, je suis toujours dans la recherche des faits, mais accepter qu'il y a différentes priorités qui sont en tension. Et évidemment, on en parlait tout à l'heure de la justice, à quel point elle est importante, et en même temps de la nécessité de la paix. Oui, il y a des tensions, et donc il faut réfléchir comment organiser et l'un et l'autre pour qu'il y ait un minimum de justice, mais qu'on puisse quand même avancer vers la paix. Ce qui oblige aussi à réfléchir à la définition de la justice. Qu'est-ce que c'est la justice? Est-ce que c'est uniquement la justice pénale? Est-ce que c'est la justice restaurative? Est-ce que ça inclut des réparations? Est-ce que ça inclut des garanties de non-répétition? Enfin, on rentre après, on peut aussi réfléchir en termes de segments. Est-ce qu'il faut aller vite? Est-ce qu'il faut aller lentement? Et tout ça est déterminé, je crois, par une analyse très scrupuleuse des marges de manœuvre que vous avez et qui sont fixées, en fait, par le rapport de force entre les belligérants. À un moment aussi, dans votre ouvrage, vous confiez quelque chose qui est que, à un moment donné, la recherche de la paix a pris le pas sur la recherche de la justice chez vous. Qu'est-ce qui vous a fait basculer, en fait? Elle n'a pas non, pour moi, la justice reste toujours une sorte d'exigence morale absolue. En même temps, je reconnais qu'à certains moments, il faut il faut parfois la différer dans le temps. Alors moi, j'ai plein d'exemples à vous donner. Je vais en prendre deux uniquement, je vous rassure. Non, c'est très bien, allons-y. L'Argentine. Fascinant, l'Argentine. 30 000 disparus pendant la sale guerre avec la dictature militaire. 1983, la démocratie arrive au pouvoir, gouvernement Alfonsine. Il commence à juger. Et il juge un certain nombre de chefs de la junte. Et il veut aller plus loin. Mais l'armée se crispe, et l'armée est encore très très forte à ce moment-là. Et elle menace de prendre le pouvoir de nouveau. Et donc finalement, les militants des droits de l'homme, qui sont argentins, demandent à leurs amis à l'étranger aussi, écoutez, il faut calmer le jeu aujourd'hui parce qu'on ne va pas retourner vers l'enfer de nouveau. Donc,
Après, il y aura une commission vérité. Après, il y aura des lois d'impunité. Et donc, on pense que c'est fini, quoi. Et puis, finalement, l'équation politique change en Argentine. Et puis, puisqu'elle a changé, eh bien, la Cour suprême décide de réouvrir le cas, puisque le crime de disparition est un crime continu. Et donc, on peut poursuivre de nouveau. Et donc, l'Argentine est le pays au monde qui a jugé le plus de tortionnaires depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, vous voyez comment ça a évolué. Prenons un autre exemple, l'ex-Yougoslavie, puisque vous en parlez tout à l'heure. Eh bien, il a bien fallu que Milosevic aille à Dayton pour signer la paix avec les autres belligérants. Imaginez si on l'avait inculpé avant, qu'est-ce qu'on aurait fait? Est-ce qu'on aurait sauvé des vies ou on aurait au contraire prolongé la guerre? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'interférences maintenant dans le cadre des négociations. Parmi elles, il y a les réseaux sociaux. Est-ce que depuis que ces réseaux sociaux sont apparus, le travail de médiateur, de négociateur est devenu encore plus compliqué? Euh, les réseaux sociaux fonctionnent comme une extraordinaire caisse de résonance, parfois pour le meilleur, mais très souvent pour le pire, et donc ont tendance à enflammer les émotions et les passions. Donc sur le terrain, ils génèrent encore plus de conflits, de haine, de volonté de vengeance, de revanche, tout ça. Maintenant, du point de vue de la médiation, je pense que la médiation a aussi sa raison d'être et d'être discrète, d'être relativement confidentielle, parce que c'est toujours formidablement difficile d'engager un processus de paix. Alors, parfois, dans certaines situations, il y a une résolution du Conseil de sécurité, alors il y a un processus de paix qui est officiel, qui est bien établi et qui est très visible, mais très souvent, c'est des processus de paix, en tout cas au début, qui sont extraordinairement discrets et pour d'excellentes raisons. Euh, le travail de mémoire, qui serait la suite en fait finalement des accords de paix ou en tout cas de cessez-le-feu comme Dayton, ne sont-ils pas en fait absolument nécessaires à ce genre de processus? J'ai deux exemples aussi là qui me viennent à l'esprit. J'étais en Bosnie récemment et au Liban. Bon, en Bosnie, tout le monde le sait, il y a à Sarajevo et ailleurs, il y a des musées sur les génocides, etc., qui sont plein centre-ville, qui sont très visibles, qui sont très impressionnants. Et au Liban, il n'y a absolument rien sur ce qui a eu dans les années 80 sur la guerre Liban. Et ce qui fait que, par exemple, la jeunesse libanaise, aujourd'hui, se dit « Ah, bah tiens, si on faisait la guerre, ça serait pas mal ». Simplement, ils n'ont aucune image, ils n'ont rien. Est-ce qu'il n'y a pas un travail, justement, dans un second temps, à appuyer, justement, sur ce travail de mémoire? C'est-à-dire que dès lors qu'il y a quelque chose, que dans la foulée, des musées, des conférences, des choses comme ça soient absolument mises à disposition des populations pour que la conscience reste, quoi, en fait, et pour que l'oubli ne permette pas que ça recommence. Oui, évidemment, la mémoire est extraordinairement importante. Et, et évidemment, il y a tellement de paramètres qui interviennent parce que la mémoire, ça veut dire, vous parlez, il y a la mémoire individuelle, et la mémoire collective, et puis la mémoire qui se transmet dans le temps, puis la mémoire officielle. Donc tout ça, effectivement, est source d'extraordinaires enjeux. Et c'est vrai que, par exemple, au Liban, il n'y a pas de manuel scolaire qui puisse parler, qui parle de la guerre civile, par exemple. Donc ça pose un énorme problème avec des mémoires complètement séparées. Et donc chacun s'enferme dans sa bulle mémorielle et rentre ensuite en confrontation, d'autant plus facilement qu'on n'a pas le même narratif, on n'a pas le même récit. Mais il y a aussi, dans certains lieux, il y a des processus mémoriels qui sont des processus mémoriels de haine. Et ça, c'est extraordinairement dangereux. Et donc, il y a des monuments qui célèbrent les victimes, mais qui célèbrent aussi des héros qui sont parfois des criminels de guerre. Et ça, c'est extraordinairement problématique. Donc oui, tout l'enjeu, d'une certaine manière, est de créer une mémoire qui intègre plusieurs narratifs, hein, et qui limite le champ des mensonges acceptables. Et moi, j'étais par exemple très sensible à l'initiative qui remonte dans le temps maintenant,
de deux psychologues israéliens et palestiniens. Un s'appelait Dan Maron, il est mort, et l'autre s'appelait Sami Adwan. Ils ont écrit un livre qui s'appelle Histoire de l'autre. Et ça dépend des versions. Dans certaines versions, il y a, en fait, chaque page est découpée en trois. À gauche, il y a le narratif israélien. D'ailleurs, les historiens israéliens qui ont travaillé sur ce livre ont eu beaucoup de peine à s'entendre entre eux. À droite, il y a le narratif palestinien, et là encore, les historiens palestiniens ont eu bien de la peine à se mettre d'accord sur un seul narratif. Et au milieu, dans certaines, pas en français, mais dans certaines éditions, il y a un espace blanc. Eh bien, c'est pour le lecteur. Et le lecteur, eh bien, il peut prendre ici, il peut devenir lui-même le narrateur de ce qu'il conçoit être sa propre vérité historique. Et je pense que plus on génère, en fait, des conversations, des échanges, des réflexions sur comment l'histoire se construit, comme plus on est dans le dialogue sur ce qui s'est passé, mais dans un dialogue ouvert, évidemment, à ce moment-là, je crois qu'on fait œuvre utile. Pour revenir à l'actualité chaude, est-ce que Vladimir Poutine est le seul ennemi du genre humain, le seul diable de la situation, dans cette situation? De toute manière, l'autre, c'est toujours le diable. L'ennemi, c'est toujours le diable par définition. Cicéron parlait des pirates comme les ennemis du genre humain. Donc, à chaque période, on génère ses propres ennemis. Et non, évidemment, on peut toujours trouver d'autres ennemis, évidemment. Une dernière question, Pierre Hazan. Enfin, c'est une question en forme de conclusion, évidemment. C'est est-ce qu'au fond, la phrase de Camus, que vous avez repris aussi dans votre ouvrage, sauver les corps pour préparer l'avenir, est le résumé de votre pensée? Pour que l'avenir reste possible. Et je pense que c'est une phrase qui je trouve très très juste et très profonde aussi. Pierre Hazan, merci. Merci à vous. Et je rappelle donc, Pierre Hazan, que vous êtes l'auteur de Négocier avec le diable, qui vient de sortir aux éditions Textuelles le 21 septembre.